Donc bonjour à tous, donc je suis Élise de Combiens et je remercie la filière de m'avoir invitée aujourd'hui pour vous parler de mes recherches sur l'étude de l'implication d'un dysfonctionnement mitochondrial dans la physiopathologie de la maladie de Dent. Donc, comme vous le savez sûrement, la maladie de Dent est une pathologie rare qui affecte le tubule proximal et elle est caractérisée par une perte urinaire de solutés telles que les protéines de bas poids moléculaire, le calcium, le phosphate, le glucose, donc c'est variable selon les patients. Et en général, elle évolue vers une insuffisance rénale terminale. Et donc pour le moment, il n'y a que des traitements qui sont symptomatiques. Donc elle résulte dans 60% des cas d'une mutation du gène CLCN5 qui code pour la protéine CLC5 qui est impliquée dans l'endocytose des protéines de bas poids moléculaire. Donc pour étudier les mécanismes de cette maladie, le laboratoire possède un modèle murin knock-in qui possède la mutation N340K de CLC5 qui est représentative de la classe majoritaire des mutants décrits chez les patients. Donc nos souris mâles de 3 mois, elles présentent les principaux traits cliniques observés chez les patients, à savoir une protéinurie de bas poids moléculaire, une hypercalciurie, une glucosurie, une magnésurie et une phosphaturie. Donc des analyses préliminaires par transcriptome sur un total de souris mâles âgées de 3 mois ont montré une augmentation de l'expression des gènes qui étaient associés à l'inflammation, le stress oxydant, l'apoptose, choses qui ont été redémontrées par la suite par des analyses ciblées au laboratoire. Et ce transcriptome a aussi montré une diminution de l'expression des gènes qui étaient impliqués dans le métabolisme mitochondrial. Et donc, l'objectif de cette étude, c'était de confirmer qu'il y avait bien l'existence d'une dysfonction mitochondriale dans notre modèle murin, et par la suite d'étendre ça et de vérifier qu'il y avait une atteinte mitochondriale chez les patients grâce à des analyses urinaires. Donc pour ça, on a utilisé des expériences de microscopie électronique à transmission, des métabolomes urinaires et tissulaires, et des expériences de Western, PCR et coloration histologique pour cette étude. Donc là, vous pouvez voir des expériences de microscopie électronique à transmission avec des mitochondries de cellules de tubule proximal de nos souris wild-type et KI. Et donc là, du coup, il y a une petite inversion sur le schéma, mais ce que vous voyez, c'est que globalement, nos souris KI présentent un plus grand nombre de mitochondries rondes comparé aux souris wild-type. Donc c'est montré par l'indice de rondeur et le diamètre de Ferré qui mesure la distance la plus longue dans une forme tracée, donc ici les mitochondries. Donc là, sur une moyenne d'environ 1500 mitochondries par génotype. Et donc, du coup, cette altération de la morphologie laisse supposer qu'il y a potentiellement aussi une altération de la fonction de ces mitochondries. Donc, par la suite, on a réalisé un métabolome urinaire qui consiste en gros à l'identification d'une centaine de métabolites présents dans l'urine par spectrométrie de masse. Et donc l'objectif initial de cette analyse, c'était de trouver un certain nombre de métabolites qui auraient un profil intéressant avec l'évolution de la maladie pour pouvoir suivre justement cette évolution. Donc là, vous pouvez voir 3 exemples de métabolites qui changent, dont la proportion dans les urines change chez nos souris mutantes, alors qu'elle reste stable avec l'âge chez nos souris contrôle. Et donc, on peut imaginer que potentiellement plus tard, si on arrive à confirmer ça dans les urines de patients, on pourrait mettre en place, par exemple, un score métabolique ou essayer d'aller doser, entre guillemets, lors des contrôles urinaires, ce certain nombre de métabolites qu'on aura identifiés pour suivre l'atteinte mitochondriale et potentiellement aider au suivi de la maladie. Plus globalement, ce que cette analyse métabolomique a révélé, c'est que concernant les métabolites qui étaient significativement différents à 4 et à 10 mois chez nos souris mutantes, on pouvait les regrouper dans les classes suivantes, c'est-à-dire acides aminés, voie du cycle de Krebs, de la glycolyse, voie de synthèse du NAD, etc. Donc globalement, on avait une perte urinaire de métabolites qui était crucieux pour la fonction mitochondriale. Et si on replace à l'échelle de la mitochondrie, on voit que toutes les voies qui sont impactées devraient converger vers
un impact au niveau de la phosphorylation oxydative et donc potentiellement un impact sur la production d'ATP pour l'ensemble des cellules du tubule proximal. Donc voilà, et on a aussi réalisé donc, là, une quantification de NGAL dans les reins, donc par Western blot. NGAL qui est utilisé comme marqueur de dommage tubulaire, et on voit qu'on a une augmentation de ce marqueur avec l'âge dans nos souris mutantes, et l'apparition d'une fibrose dès 7 mois. Donc globalement, on a bien une atteinte tissulaire avec l'âge, qui pourrait potentiellement du coup être liée à l'atteinte mitochondriale. Et donc pour la suite de ce projet, ce qui nous reste à faire, c'est donc là, on a déjà lancé un métabolome sur cortex pour vérifier que ce qu'on perdait bien dans les urines était retrouvé par une perte dans le tissu. Donc ça, c'est toujours en cours d'analyse. On voudrait aussi mesurer vraiment de façon directe la phosphorylation oxydative et donc la respiration mitochondriale par un test OCR. Et enfin, en ce qui concerne le métabolome urinaire des patients, donc les recueils ils sont en cours. Pour l'instant, on a récupéré des urines de 7 patients et on est en cours de récupération pour d'autres et de contrôle. Et on lancera l'étude métabolomique courant 2023 pour vérifier si on retrouve bien aussi une atteinte mitochondriale chez eux. Donc voilà, donc je voulais remercier la filière Orchid de nous soutenir dans ce projet et personnellement remercier toute l'équipe qui travaille avec moi et tous ceux qui interviennent de près ou de loin pour faire avancer ce projet. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Des questions? Oui, Bertrand Knebelman, un passionné des maladies rénales rares. Merci, bravo d'avoir lancé cette étude métabodinte à laquelle on participe. Est-ce que vos souris développent une néphrocalcinose? Pas du tout. Et par rapport à des modèles de souris d'Inde qui développent une néphrocalcinose, elles ont une maladie rénale aussi sévère? Donc pour l'instant, on n'a pas pu mesurer le DFG. C'est une lignée qui est assez difficile en termes de reproduction, etc. Mais non, il n'y a pas de néphrocalcinose constatée pour l'instant. Après, l'étude s'arrête à 10 mois, mais bon, en tout cas, jusqu'à 10 mois, il n'y en a pas. Et en fait, je dirais que pour l'instant, donc du coup, moi, ma thèse porte sur la caractérisation de l'évolution de ce modèle. Donc j'en suis encore, on va dire, dans les analyses pour savoir à quel point il est sévère comme phénotype. Mais a priori, pour l'instant, on dirait qu'on est sur un phénotype plutôt intermédiaire. Ça reprend un certain nombre de points, mais pas les plus sévères. Merci beaucoup. Oui. Merci pour votre présentation qui était très intéressante. Est-ce que vous avez besoin de patients? Et est-ce que dans les patients que vous attendez, vous avez fait la part entre les enfants, les adultes, les traitements qu'ils ont, qui peuvent quand même interférer pas mal probablement vos résultats? Alors, du coup, comme vous voyez ici, c'est Marc Fila qui, entre guillemets, coordonne plus ou moins une partie de ces recueils. Pour l'instant, a priori, on est ouvert si vous avez des patients DENT à nous adresser, pourquoi pas. On ne prend pas les patients transplantés, évidemment. Et même, on peut prendre aussi éventuellement les mères pour avoir, entre guillemets, un phénotype intermédiaire. Ça peut être intéressant de comparer avec ça. J'ai oublié la suite de la question, pardon. C'est l'impact des traitements. Ah oui, pour les traitements, du coup, tout ce qui est moi, du coup, je ne suis pas néphrologue. Donc, toutes les parties un peu cliniques, c'est centralisé au niveau de Marc ou de Rosa. Donc, pour l'instant, je ne connais pas vraiment la part de traitement, etc. Ça, ce sera vu après, tous ensemble, en fait. On analysera. Donc, pour l'instant, je ne sais pas vraiment qui est traité ou pas. Pour l'instant, ce qu'on a obtenu, c'est... on a globalement des enfants. Ça va en général de, je crois, 2, le plus jeune, à 18 ans ou 24 ans, un truc comme ça. Ça reste assez jeune puisqu'on ne les prend pas transplantés. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation.